d'être venu à l'université Paris-Cité. Je me présente en 2 mots, je suis maître de conférence ici, ça veut dire enseignant et chercheur en informatique. Et je vais vous parler aujourd'hui de cryptologie. Bravo, vous venez d'être recruté par la NSA. Alors qu'est-ce que c'est la NSA? C'est une agence d'espionnage, on va dire, américaine, National Security Agency, qui a été créée il y a 70 ans, qui a un énorme budget et beaucoup d'employés, donc vous n'êtes pas les seuls à être recrutés. Et grosso modo, le but du jeu, c'est d'espionner toutes les communications d'origine électromagnétique, donc, Internet notamment, SMS, etc., pour obtenir des informations et ensuite pouvoir gérer tout ça. Okay. Alors, dans cette fameuse entreprise, vous allez surveiller des citoyens, vous allez surveiller des pays, et puis vous allez vouloir communiquer. Donc c'est tout ça qu'on va voir dans cet exposé, en commençant par une petite formation accélérée sur le vocabulaire notamment qu'on va employer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de cryptologie. Qu'est-ce que c'est la cryptologie? C'est la science des codes secrets dans son ensemble. Elle se divise en 2 parties. Donc d'une part, la cryptographie, qui est l'art de coder un message que seul le destinataire est censé pouvoir déchiffrer. On parle de cryptographie. Okay. Alors je fais des petites présentations, ça c'est Alice, ça c'est Bob, et puis ils veulent communiquer. La cryptanalyse, là c'est notre boulot. À la NSA, c'est comme ça. Et le but du jeu, c'est de casser un code secret, donc on intercepte la lettre. On ne sait pas comment c'est codé, on intercepte un truc un peu illisible, et on veut comprendre ce que Alice dit à Bob. Ok. Donc cryptographie, coder, cryptanalyse, déchiffrer le message. Bon, alors, pourquoi on veut faire ça? En fait, ça remonte à très très longtemps. Parce qu'on a toujours eu besoin, notamment on a toujours fait la guerre en gros, et du coup pour la guerre on a besoin de s'envoyer des messages que l'ennemi ne veut pas lire. Donc il y a déjà plus de 2000 ans, il y avait des secrets d'État à conserver, il y avait des guerres, des troupes à informer sans que l'ennemi le sache, etc. Donc on a utilisé des codes secrets depuis plus de 2000 ans. Okay. Notamment Jules César était connu pour ça, on y reviendra. Et actuellement, bien sûr, c'est pas tout à fait à la même échelle parce que à l'époque c'était des codes simplistes. Maintenant, sur ordinateur, on a besoin de millions de transactions et on a des codes beaucoup plus sophistiqués pour faire ça. Je parlerai un petit peu à la fin de l'apparition du quantique là-dedans. Mais vous allez, après cet exposé, là, vous allez faire plein de trucs sur le quantique et vous aurez un meilleur aperçu de tout ça. Donc, on commence par surveiller les dangereux citoyens. Alors, allons-y. On a intercepté ce message qu'un dangereux citoyen portait sur lui. Et évidemment, on ne comprend rien. Donc le but du jeu dans cet exposé-là, à chaque fois, on va intercepter des messages comme ça et on va vouloir les déchiffrer. Il faut comprendre ce qu'il voulait dire à nos ennemis. Okay. Allons-y, comment ça marche? Il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre ça. Ça, c'est vers 400 à peu près avant Jésus-Christ, donc il y a 2400 ans. Il y a les Perses là, qui veulent envahir Sparte, qui est en Grèce. Donc ça, c'est à peu près l'actuel Iran, ça c'est la Grèce. Et donc, ils ont une énorme armée, bien sûr. Et en fait, heureusement pour les Spartiates, il y a un messager qui les aperçoit et qui arrive à prévenir Sparte à temps pour qu'ils puissent se préparer grâce à un système comme ça. Ça s'appelle une citale. Alors ça tombe bien, je me promène toujours avec ma citale, c'est ça. Alors c'est un peu moins classe que leur truc en bois et en cuir. Moi, c'est en carton et en papier. Mais le messager portait un message comme ça. Alors, c'était en cuir comme ça, notamment parce que, paraît-il, on pouvait le porter à la ceinture, comme ça, c'était un peu caché. Donc, si on se faisait intercepter, c'était moins invisible. Et on a un message comme ça, on voit rien, on comprend rien. D'accord, c'est le même que j'ai recopié ça. C'est là. SL, CA, etc. Alors, comment ça marche ça? Donc, comment est-ce qu'on a pu écrire là-dessus et comment on va déchiffrer à votre avis? Vu la photo, vous devriez deviner, j'imagine. Ouais. Je dirais que la clé du déchiffrage, c'est le diamètre du cylindre. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler le papier autour de ça. Okay. Alors, je vais le faire, ça prend un tout petit peu de temps. Et pour déchiffrer, donc on va écrire ensuite sur le papier une fois qu'il est enroulé. D'accord? On va écrire notre message. Et pour déchiffrer ensuite, il faut que le destinataire ait un bâton du même diamètre, sur lequel il va enrouler aussi le bout de papier, comme ça. Et à la fin, on va pouvoir lire le message qui nous est envoyé. Hop, j'ai bientôt terminé. Et voilà, donc maintenant,
on peut décoder le message. C'est marqué quoi? De la science. Ok. Donc un truc qu'on ne comprenait pas du tout auparavant, là maintenant, c'est complètement lisible et facile. Ça marche? Donc ça c'est une cita, bon évidemment c'est pas très compliqué quand même. Donc, mais l'histoire se finit bien parce que Sparte a repoussé l'attaque. Grâce à ça. Ok, bon, alors ça c'était vraiment les balbutiements, là on passe un peu à une autre échelle maintenant, un tout petit peu plus tard, alors c'est encore très très rudimentaire pour l'instant. Voilà, 300, 400 ans plus tard, on intercepte, non ça c'est beaucoup plus tard, ça, on intercepte ce message-là, on va dire que c'est la réponse au message précédent, et on veut vraiment savoir ce que ça veut dire ce truc-là. Okay. Alors pour ça, il faut continuer un petit peu notre histoire, et on va parler de Jules César, comme je vous disais tout à l'heure. Alors évidemment, il utilisait beaucoup de codes, pourquoi? Parce qu'il était beaucoup en guerre, tout simplement. Et du coup, il a eu l'idée de faire un code très très simple, mais l'idée c'est vraiment, ça s'appelle le code de César maintenant. Vous prenez vos lettres du message clair, donc les lettres du message clair sera tout le temps en minuscules comme ça. C'est ce que je vais appeler l'alphabet clair. Et vous les décalez de 3 crans dans l'alphabet, c'est-à-dire le A devient D, le B devient E, etc. Jusqu'au W qui devient Z, et ensuite, bien sûr, vous bouclez. D'accord, vous bouclez, c'est-à-dire le X devient A, le Y devient B, etc. Ça marche, donc vous décalez juste de 3 crans dans l'alphabet, alors c'est pas méga compliqué. Par exemple, si vous voulez coder ce message-là, Veni Vici, vous obtenez ce truc-là, Y, H, Q, N, etc. J'ai juste fait plus 3 à chaque lettre. Et c'est justement exactement ce que je viens de dire, plus 3, c'est exactement ce qu'on va faire en fait, on va passer, on va pas rester sur les lettres, mais on va passer au nombre, ça sera un peu plus simple à manipuler. Donc on va identifier les lettres de A à Z par les nombres de 0 à 25. Et ensuite, pour coder un message, il suffit d'ajouter 3 à chaque lettre. Okay. Alors évidemment, vu qu'on boucle, quand on dépasse 25, on revient à 0, ça veut dire qu'on compte modulo 26. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. On compte modulo 26, ça veut dire qu'on revient à 0 quand on dépasse 25. Bon, ok. Et alors du coup, ah oui, facile, pour coder c'est plus 3, pour décoder, bien sûr, c'est moins 3. On fait moins 3 à chaque lettre. Pas de souci? Alors ça, c'est vraiment un peu trop facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 25 clés possibles. Alors, le décalage de 0, c'est pas méga intéressant, donc on va l'ignorer. Donc, on peut décaler de 1, de 2 jusqu'à 25. Et du coup, ça fait 25 clés possibles seulement. Et avec la clé, on peut coder et décoder. Donc, l'expéditeur et le destinataire se mettent d'accord sur la clé au départ. Et puis ensuite, ils peuvent s'échanger des messages. Alors bien sûr, puisqu'il n'y a que 25 clés possibles, c'est très facile de tout tester. Donc déchiffrer un message chiffré par le code de César, c'est très facile. Beaucoup trop pour nos besoins actuels. Alors maintenant, on va faire un truc plus compliqué. Au lieu de décaler chaque lettre de 3 crans ou de 5 crans, peu importe, dans l'alphabet, on va permuter toutes les lettres. C'est-à-dire qu'on va prendre l'alphabet clair comme ça, on va le mélanger. Imaginez c'est des cartes, là, on les mélange, et on obtient l'alphabet chiffré comme ça. Ok. Du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le A par un M, le B par un E, par exemple. Ça, j'ai pris une permutation au hasard. Le C par un B, etc. Donc on remplace toutes les lettres comme ça, de manière beaucoup plus compliquée qu'avant. Parce que maintenant, il faut retenir tout l'alphabet chiffré, là. Okay. Toute la permutation des lettres, il faut retenir tout ça. Mais alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de combinaisons possibles. Combien de choix pour la première lettre, pour le A? On peut choisir parmi toutes les lettres de A jusqu'à Z pour remplacer le A. D'accord? Donc ça fait 26 choix. Ensuite, pour remplacer le B, on peut prendre toutes les lettres, sauf celles utilisées par le A, bien sûr. Donc il n'y a plus que 25 choix. Ensuite, pour remplacer le C, on peut utiliser toutes les lettres, sauf celles utilisées par A et par B. Donc ça fait 24 choix, etc. Et au final, il y a 26 factoriels possibilités, ce qui fait à peu près donc, un 4 suivi de 26 zéros. Okay. Alors juste le 26 ici, c'est une coïncidence que ce soit la même chose. Hein. Il n'y a pas de raison que le factoriel de x fasse 4 fois 10 puissance x. Voilà. Donc, et ce nombre-là, c'est quand même gigantesque. Là, c'est gigantesque. Là, si vous voulez tester à la main, même si vous faites une seconde par... À la main, ça sera beaucoup plus, mais une seconde par tentative, par clé possible, vous prendriez un temps qui est beaucoup plus grand que l'âge de l'univers. Donc là, ça commence à être un peu... Là, on commence à parler. Là, ça commence à être un peu mieux que tout à l'heure. Alors, du coup, on va essayer de comprendre un peu mieux comment on fait ça, et puis on va voir si vraiment c'est sûr. Donc, pour échanger les messages, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va voir ça en pratique. Donc, pour le code mono-alphabétique, ça s'appelle ça la substitution mono-alphabétique. Comment ça se passe? Si Alice et Bob veulent communiquer,
D'abord, ils doivent se rencontrer. Ils vont dans un café, un endroit un peu sécurisé. Il ne faut pas trop qu'on les entende, parce que si on entend l'alphabet permuté, ben, tout le monde pourra déchiffrer leur message. Donc ils se mettent d'accord sur une permutation là, des lettres. Okay. Et ensuite, ils l'apprennent par cœur. Il ne faut pas garder le papier sur soi, bien sûr. Sinon, c'est pas très sécure. Et ensuite, une fois qu'ils sont à distance, Alice peut envoyer un message à Bob, ou inversement, bien sûr. Et comment elle fait? Elle transforme son message clair selon la permutation des lettres. Juste le R, il remplace par X, etc. Elle envoie ça à Bob, et bien sûr, Bob fait l'opération dans l'autre sens pour déchiffrer. Ça marche? Alors, quand on a l'alphabet, c'est facile. Quand on n'a pas l'alphabet, ça s'appelle la cryptanalyse, on ne connaît pas la clé, du coup. Et là, c'est plus compliqué, a priori. Vous avez une idée de comment on pourrait faire ou... Ouais. On pourrait chercher les lettres les plus communes. Ouais, c'est très bien, ouais, excellent. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qu'on a fait. Alors, évidemment, ça a mis un peu de temps avant qu'on trouve cette idée. La cryptanalyse du code monoalphabétique, ça vient seulement vers le 9e siècle, mais en Europe, ça arrive plutôt vers la fin du Moyen-Âge. Et en fait, à la fin du Moyen-Âge, on savait déchiffrer ce genre de truc. On savait déjà déchiffrer ça, et la reine d'Écosse, Mary Stuart, en a fait les frais parce qu'elle communiquait avec ce code-là. Pour fomenter un assassinat de la reine Elisabeth, et en fait, ces messages ont été déchiffrés, malheureusement pour elle, et donc elle a été décapitée. Pas de chance, mais en fait, si elle s'était mieux renseignée, elle aurait su que dès le 9e siècle, en fait, on savait déchiffrer ce code-là, et elle aurait dû utiliser un autre code. Parce que donc, les Arabes savaient déchiffrer dès le 9e siècle, alors évidemment, ça a mis du temps à venir en Europe, c'est pour ça qu'elle n'était pas au courant, la reine d'Écosse. Mais c'est Al-Kindi qui décrit le procédé, et c'est ce que votre camarade a dit là, c'est-à-dire en fait l'analyse de fréquence. Alors, je vais vous expliquer ça, et puis on va voir comment ça marche sur l'exemple de tout à l'heure. Alors, ça part de la remarque que certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres dans à peu près toutes les langues en fait. En français notamment, il y a le E qui est très fréquent, beaucoup plus que les autres lettres, qui arrive à peu près 15% du temps. Alors comment on sait ça? On a pris un recueil de textes français, par exemple, je sais pas, la recherche de Interview, voilà, un gros truc, puis on a compté les lettres, et puis on s'aperçoit que le E apparaît à peu près 15% du temps en français. Le A apparaît à peu près 10%, ensuite il y a le I et le S qui apparaissent à peu près 8% du temps. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Si dans un texte chiffré, par exemple, il y a le X qui apparaît super souvent, genre 15% du temps, au hasard, à votre avis, ça code quelle lettre? Ça va probablement être le E. Donc on va remplacer tous les X par un E. Ensuite, si par exemple, je sais pas moi, le K apparaît à peu près 10% du temps, il y a des chances que ce soit le A, etc. Donc c'est comme ça qu'on va s'en sortir en fait. Et ben on va essayer, on va mettre ça en pratique. Je vous rappelle le message qu'on a intercepté tout à l'heure. Et là j'ai compté pour vous le nombre d'occurrences, c'est pas les fréquences, le nombre d'occurrences, en fait des lettres dans ce message. Alors évidemment il est tout court, donc j'ai un tout petit peu triché parce que cette méthode fonctionne très bien quand le texte est très long, parce que les fréquences sont respectées. Quand vous avez un texte aussi court que ça, si vous prenez une phrase un peu française, un peu au hasard, il y a peu de chances que ça fonctionne très bien cette méthode. Donc là j'ai pris une phrase qui marche bien. Voilà. Mais si vous avez un texte très long, vraiment ça marche très très bien. Vous pouvez automatiser le truc sans problème. Alors on y va. Donc j'ai compté le nombre d'occurrences des lettres dans ce texte. Et on va faire des tentatives. On va essayer de voir la lettre la plus fréquente, on va la remplacer par un E. On la remplace par E. Allez, on y va. Hop, passe. Clic. Ouais. Voilà, donc tous les cas, je les ai remplacés par E ici. D'accord? Alors maintenant, la lettre F, je la remplace par quoi, à votre avis? Par A? Oui. S. Par S. Alors, pourquoi par A et pourquoi par S? Qui est-ce qui peut me... Alors par A, ça serait le truc logique, effectivement. Le A, ça serait le truc logique parce que c'est la deuxième lettre la plus fréquente. C'est là aussi la deuxième lettre la plus fréquente. Alors, mais effectivement, ça ne peut pas être A. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'on voit dans le il y a plusieurs fois, il y a FF. Exactement. En fait, à chaque fois, la lettre est doublée ici. FF ici. Et puis je crois qu'il y en a un autre. Et FF ici. Et AA en français, ça n'existe pas. D'accord? Deux A qui suivent en français, ça n'existe pas. Donc ça ne peut pas être A. Donc il faut faire un tout petit peu gaffe. C'est aussi là que si vous aviez un texte énorme, il n'y aurait pas ce problème-là. Mais là, vu que c'est un tout petit texte, il faut être un peu plus intelligent. Donc, on va essayer plutôt une lettre qui peut être doublée, qui est parmi sur le podium. Ça ne peut pas être I non plus, a priori. Donc ça va être S. On va tester S. Allez, on y va avec S. Ok. Bon, on commence à avoir un truc là qui apparaît. Ensuite, le P, on peut le remplacer par quoi? Par A cette fois. Bon, on a loupé A, on a oublié le A, il ne faut pas l'oublier.
On va essayer avec A. Très bien. Là, ça paraît assez cohérent. Ok. Donc là, on a un mot qui commence presque à se former. Alors, ici, j'ai mis des espaces pour simplifier. Normalement, c'est tout attaché et c'est un petit peu plus dur du coup, parce qu'on ne voit pas les mots. Mais ici, c'est plus facile. Okay. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le A? On essaye de le remplacer par quoi? Un I, ça paraît pas mal. Hein. Et là, on a déjà un premier mot qui est essaye. Essaye quelque chose. Ok. Alors justement, j'ai parlé un peu trop vite. Essaye un mot, voilà, essaye de quelque chose, d'accord? Il y a deux mots là qui sont de deux lettres et qui terminent par E. On a de, et puis on a le aussi. Bon, alors il y a ce, etc., mais bon, a priori c'est un peu moins fréquent. Donc on va peut-être essayer de et le, donc dans cet ordre-là, parce que essaye de quelque chose, le quelque chose. Okay. Ouais. Essaye de quelque chose, le quelque chose, et maintenant on va essayer de trouver ce que code le X. Qu'est-ce que peut coder le X à votre avis? Voilà. Déjà, c'est une consonne parce que il y a deux X. Exactement. Alors déjà, on a la même remarque que tout à l'heure. Ce sont des lettres. Enfin, c'est une lettre qui peut être doublée. Okay, donc ça peut pas être n'importe quoi. Ensuite, donc le S, il est déjà pris. Le L, il est déjà pris. Donc il y a quoi qui peut être doublé? Il y a le M peut-être. Il y a le M. Le T. Ouais. Ok. Donc on a encore un peu de choix. Alors là, on peut faire quelques tentatives. Là, je vais donner directement la bonne réponse. Là, ça va être un N. Un N, et là, on commence peut-être à comprendre un petit peu. Essaye de quelque chose, le, et là, message. Essaye de connaître des messages. Ok. Donc, vous voyez, on s'en est sorti, alors qu'on ne connaissait pas du tout l'alphabet chiffré, et qu'en plus, le texte est très court. C'est bon? Vous avez des questions là-dessus? Ben, bravo, première cryptanalyse. Alors, maintenant, on passe au niveau supérieur, là, parce que ce code-là, on a vu que il était facilement déchiffrable. Okay. Vous pouvez faire la cryptanalyse facilement. Donc, c'est pas assez sûr pour l'utiliser à grande échelle. Alors, maintenant, on va avoir un code qui est un petit peu plus compliqué. Alors, on a intercepté ce texte d'un dangereux pays. Donc, cette fois, j'ai fait exprès pour un contexte pour montrer que la méthode, pour que la méthode puisse fonctionner correctement. Allons-y, on travaille, hein, on veut savoir ce que ça veut dire. Premier réflexe, du coup, on va calculer les fréquences. Les fréquences des lettres, c'est ça. Et alors là, on voit, on voit rien. C'est-à-dire, les fréquences ici sont pas du tout caractéristiques d'un texte français. C'est-à-dire, il y a beaucoup trop de lettres qui vont être autour de 20, ici. 22, là il y a 20, je sais plus, il y a 16, 17 et 16, enfin il y a beaucoup trop de lettres qui sont un peu là. Et il y a les lettres trop fréquentes n'apparaissent pas assez. Et pareil, à l'opposé, il y a des lettres vraiment pas fréquentes du tout qui apparaissent beaucoup trop. Donc là, c'est pas caractéristique d'un texte, de la méthode d'avant, d'un texte français. Okay. Donc ça peut être dans une autre langue, c'est vrai, mais là, c'est en français, on le sait. Donc ça veut dire que c'est pas chiffré par la méthode qu'on vient de voir. C'est une autre méthode, que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour cette méthode, la méthode l'analyse de fréquence ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les fréquences du français. Et en fait, le chiffre là qui vient d'être utilisé, c'est ce qu'on appelle le chiffre de Wigner. Wigner, c'était qui? C'était ce gars-là, qui a vécu au XVIe siècle, c'était un diplomate français, et qui a écrit, alors c'est écrit un peu bizarrement, hein, mais c'est pas chiffré, c'est juste du vieux français, traité des chiffres ou secrète manière d'écrire. Et dans ce traité, il explique le code qui a été utilisé pour le texte qu'on vient d'intercepter. Alors l'idée, c'est que plutôt que de décaler les lettres selon un alphabet fixé, d'accord, c'est plutôt que de permuter les lettres comme on vient de le faire, en fait, on va les décaler un peu comme César, mais selon une clé qu'on va répéter. Admettons qu'on veuille chiffrer ce texte-là, Bob Garatoire. Et la clé, on va dire que c'est Alice. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit le texte Bob Garatoire, ici. Je vais dire le texte clair, c'est tout le temps en minuscule. Et on écrit autant de fois qu'il faut la clé Alice. On la répète jusqu'à ce que ça recouvre tout le message. D'accord? Donc Alice, jusque-là. Alors j'ai mis les numéros ensuite des lettres pour bien voir ce qui se passe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute lettre à lettre pour trouver la lettre chiffrée. C'est-à-dire que le petit b du texte clair plus le a de la clé, ça fait donc 1 plus 0, ça fait 1. Et donc ça fait un b dans le texte chiffré. On ajoute comme ça. Le O plus le L, ça fait Z. 11 plus 14, ça fait 25.
Et on continue comme ça. On compte bien sûr modulo 26, même si là, il n'y a pas de dépassement, mais on compte modulo 26. Donc si jamais on dépassait, admettons que là, on est entre 27, bah, ça aurait été 2, pardon, 1, au lieu de... et non pas 27. Ça marche? Donc on fait ça, lettre par lettre. On ajoute à chaque fois la lettre de la clé qui tombe à la même position. Ça marche pour tout le monde, ça? Ouais. Donc ça, c'est le chiffre de Wigner. Et on obtient le texte chiffré qui est celui-là. Alors, quel est l'intérêt de ce code? L'intérêt, c'est qu'une même lettre du message chiffré peut coder des lettres différentes du texte clair. Alors, je vais vous montrer un petit exemple ici. Si vous avez je crois que c'est le I ici, il est en train de coder, à cette position-là, il code le G, alors qu'à cette position-là, il code un A. Donc, c'est pas du tout comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait juste permuté les lettres de l'alphabet, et du coup, si vous aviez un I quelque part, il codait forcément tout le temps la même lettre. Là, vous avez un I qui code G, et là, un I qui code A. Donc c'est pour ça que l'analyse de fréquence ne fonctionne plus. D'accord? Parce que la même lettre chiffrée ne code pas toujours la même lettre claire. Donc l'analyse de fréquence ne fonctionne plus. Ensuite, c'est aussi facile à mettre en œuvre parce qu'il suffit de se mettre d'accord sur une clé commune. Par exemple, Alice, là. Donc on se retrouve quelque part, dans un café voyant, qu'on ne nous entende pas. On échange une clé qu'on apprend par cœur. D'accord? Par exemple, Alice. Et ensuite, on peut se communiquer des messages. Pour chiffrer, il suffit d'ajouter, comme on a fait, lettre à lettre, la clé au texte. Et pour déchiffrer, bien sûr, il suffit de faire le même procédé, mais en retranchant la clé au texte. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc c'est facile. Et en plus, ce code est réputé indéchiffrable. Comme celui d'avant. Comme celui d'avant, sauf que là, ça a duré 300 ans. Tout à l'heure, c'était un petit peu plus. Là, ça a duré 300 ans. Vers le milieu du 19e siècle, Charles Babbage, là, qui est, on va dire, un des précurseurs informaticiens, on va dire, réussit la cryptanalyse du chiffre de Wigner. Et alors, il a une idée assez lumineuse pour faire ça. On va voir comment il fait. Il remarque que si jamais vous avez des répétitions dans le code, par exemple, vous avez 2 fois la suite de lettres MGHQ. Je vais faire ça avec ça. Vous avez là, du texte chiffré, vous avez M, G, H, Q, vous avez du texte là, et puis vous avez à nouveau la même suite de 4 lettres. Alors, au moins 4 lettres, ça peut être 5, ça peut être 6, peu importe, mais au moins 4. Alors, évidemment, ça peut être une coïncidence. Bon, on peut avoir dans le code 2 blocs comme ça, qui arrivent sans raison. Mais plus probablement, il y a des chances que ces 2 blocs-là de lettres proviennent du même mot dans le texte clair, qui est chiffré par le même morceau de clé. D'accord? Il y a pas mal de chances sur ça. Donc, vous avez peut-être un même mot, je sais pas moi, maison, voilà, je sais pas, comme ça. Maison, maison, hop, ici aussi, qui est codé par la clé, on va dire, si c'est Alice par exemple, vous avez peut-être Alice qui arrive comme ça. Et puis, on avait donc A, L, I, C, E, A, L. Et puis, donc, vous voyez que ça tombe pile au même endroit. Alors, en fait, c'est un peu bête ce que j'ai fait, parce que, vu que c'est le même mot, là, ça devrait être exactement le même ici. Okay. Ça, c'est la même lettre que là. Donc, il y a des chances que ce soit comme ça, en fait. Il y a des chances que ce ne soit pas une coïncidence, mais que ça vienne vraiment du même mot qui est codé par le même morceau de clé. Okay. Et si c'est ça, et on peut en déduire une information importante. On peut en déduire qu'entre ici et ici, non, oui, bref, peu importe, entre ici, plutôt, début de la clé, et ici, la clé se répète un nombre entier de fois. Ok? Là, vous avez Alice qui est là, ensuite Alice qui est là, etc., et on arrive ici, vous avez Alice qui se termine. Donc vous avez un nombre entier de répétitions. Donc ça veut dire que la distance ici, le nombre de lettres qui sépare ces 2 blocs-là, c'est un multiple de la taille de la clé. Est-ce que c'est clair ça? Donc vous avez un nombre entier de répétitions de la clé pour que la clé tombe exactement sur le même morceau pour coder ce morceau de lettre. Ok. Donc vous avez un nombre entier de répétitions de la clé. Alors à quoi ça nous sert ça, de savoir qu'il y a un nombre entier de répétitions de la clé? Là, ça nous sert simplement pour trouver la taille de la clé. Alors comment on va faire? Là, on a une information, admettons que là il y a, disons, une distance de 100 entre les deux. Alors, on sait que la taille de la clé, c'est un diviseur de 100.
Alors ça peut être quoi? Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 10, et on a une petite information. Si maintenant on refait la même chose avec un autre bloc qui se répète ailleurs, admettons qu'on est, peut-être un autre bloc, je ne sais pas moi, G, H, T, O, voilà, qui se répète à un autre endroit, et que la distance cette fois ça soit, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, ok, alors c'est pas terrible ça, c'est un mauvais choix, mais on va dire, ok, 100 c'était un très mauvais choix. Bon, c'est pas grave, en tout cas, si jamais là on a par exemple une distance de 30, ouais, de 30, okay, entre les deux, ben, on sait que la taille de la clé divise 100 et divise 30. Ça peut être quoi? Enfin, ça peut être un diviseur des deux, donc ça peut être 5, ça peut être 10, bon, ça peut être 2 aussi, ok. Mais on a déjà beaucoup moins de choix. Et si on répète ça un certain nombre de fois, et ben, au bout d'un moment, on n'aura plus le choix et on connaîtra la taille de la clé. Ça marche? Ben, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, alors, après, une fois qu'on a déduit la taille de la clé, on n'a pas fini. On va voir comment on s'en sort après. Mais dans un premier temps, ça va beaucoup nous aider. Alors ici, le but du jeu, là, c'est de trouver des blocs qui se répètent. Donc allez-y. Non, en fait, c'est super chaud. C'est pas évident de les voir. Donc j'ai fait un petit programme pour les trouver. Et en fait, vous avez un bloc ici qui se répète, V, E, L, C, E, de 5 lettres. Vous voyez, probablement, en plus, ça correspond à un mot dans le texte clair, donc probablement c'est le même mot qui est codé par le même morceau de clé. Et ici, il y a C, B, X, T, U, P. Et pareil, C, B, X, T, U, P. D'accord? Donc on a deux blocs qui se répètent. Et la distance entre les deux blocs verts, c'est 232. La distance entre les deux blocs rouges, c'est 56. Donc il faut que la taille de la clé divise 56 et 232. Alors, pour ceux à qui ça parle, ça veut dire qu'il divise, la taille de la clé divise le PGCD. Okay. Et le PGCD des deux, c'est 8, alors, en l'occurrence. Ça veut dire que la taille de la clé divise 8. Alors, là, on va supposer que la clé, c'est 8. Au pire, si jamais c'est 4, par exemple, la taille de la clé, bah, on aura fait un peu trop de travail parce que du coup, on aura mis 2 clés bout à bout. Donc, ça change rien. Donc là, on va supposer que la taille de la clé, c'est 8. Et puis, on va faire le boulot pour déchiffrer le message. C'est bon là jusqu'à là? Ouais. Alors, du coup, pourquoi ça nous intéresse d'avoir la taille de la clé? Ben, ici, vous avez... Enfin, je vais revenir ici. Vous savez que la première lettre du message est décalée par la première lettre de la clé. La deuxième lettre du message par la deuxième lettre de la clé, etc. Vu que la clé est à 8, ça veut dire que la 9e lettre du message va être aussi décalée par la première lettre de la clé. Et la 17e lettre du message va être aussi décalée par la première lettre de la clé, etc. Vous voyez ça? Okay, donc vous avez par exemple, si on met, Alice n'a pas 8 lettres, donc on va dire la clé va être C1 jusqu'à C8. Là, ensuite vous avez le message M1, M8, M9, etc. M16, M17, etc. Là, vous avez donc le C1 qui va décaler, si c'est 8, ça c'est ça, qui va décaler M1, qui va décaler M9 et qui va décaler M17, etc. Donc si maintenant on extrait seulement ces éléments-là, on prend seulement ces lettres-là, elles sont toutes décalées de la même façon. Par exemple, si ça c'est un E, elles vont être décalées de 4 places dans l'alphabet, parce que le E, en partant de 0, c'est la 4e lettre. Okay. Donc elles vont être décalées de plus 4. Ok, et bien ensuite, maintenant, comme on peut trouver qu'elles sont décalées de plus 4, on va faire une analyse de fréquence. Donc 1, 9, 17, etc. Ensuite, un deuxième bloc qui est constitué des lettres aux positions 2, 10, 18, etc. Ensuite, un troisième bloc qui est composé des lettres qui sont aux positions 3, 11, 19, etc. Et on obtient ce truc-là. Donc ça, bon, pour ceux qui connaissent ce vocabulaire-là, ça c'est l'ensemble des lettres qui sont à une position congrue à 0 modulo 8. Ça c'est l'ensemble des lettres qui sont à une position congrue à 1 modulo 8, etc. Jusqu'à 7 modulo 8. Donc j'ai pris une lettre sur 8. Là aussi, mais un cran décalé. Ok. Alors maintenant, on sait que ça c'est décalé de la même façon, toutes les lettres. Donc on va essayer de trouver le décalage. Et en fait, on remarque ici que la lettre la plus fréquente c'est O. Là, dans ce texte-là. La lettre la plus fréquente c'est O. Donc le décalage, probablement, ça veut dire que ça code un E. Et du coup, le décalage doit amener un E vers un O. C'est-à-dire que le décalage, c'est la lettre K, en l'occurrence ici. Ok.
C'est la clé, la lettre, ça va être K ici. Là, dans ce cas-là, les lettres les plus fréquentes, c'est à peu près égalité, c'est E, N et T. Alors si on fait un peu plus d'analyse, on se rend compte que en fait, la lettre de la clé, ça va être A. Etc. On continue, par exemple, celui-là. On sait qu'elles sont toutes décalées de la même façon, les lettres. On sait que la lettre la plus fréquente, c'est un P, qui est censé coder du coup un E. Okay. Donc, la lettre de la clé correspondante doit amener un E sur un P. Donc, ça correspond à la lettre L. Ok, donc là, comme ça, on a trouvé la clé. Et voilà, donc maintenant qu'on a la clé, bien sûr, on peut déchiffrer le message, qui est un texte à peu près à l'époque de Babbage, justement, au milieu du 19e siècle. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Allez, alors, malgré Babbage, en fait, c'est super intéressant quand même, ce code, ce chiffre de binaire. Alors évidemment, en vrai, on ne va pas utiliser sur ordinateur actuellement, on ne va pas utiliser des lettres de l'alphabet, mais on va utiliser des symboles, 0 et 1. C'est en binaire, sur ordinateur. Et en fait, malgré Babbage, on peut s'en servir quand même. Et ce que vous allez voir juste tout à l'heure. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un masque jetable. L'idée, c'est pas d'utiliser une clé qu'on répète, mais d'avoir une clé qui est aussi grande que le texte et aléatoire. Si la clé est aussi longue que le texte et aléatoire, alors le message est réellement indéchiffrable. On ne sait pas du tout le déchiffrer. D'accord? On peut le montrer mathématiquement. Bon, donc le but du jeu là maintenant, ça va être de s'échanger une clé aléatoire, en tout cas de se mettre d'accord sur une clé aléatoire, de manière sécurisée. Alors ça paraît super dur, ça paraît aussi dur que de s'échanger un message, mais en fait non. On y arrive avec un protocole quantique qui s'appelle BB84. Alors lui c'est B et lui c'est B. Donc Bennett et Brassard, okay, qui ont mis ça au point en 84 et qui est, on peut démontrer que c'est un protocole sûr. Alors j'ai mis en théorie, pourquoi? Parce que en pratique, évidemment, il peut y avoir des problèmes de sécurité sur les machines, sur plein de choses. Mais en théorie, c'est un protocole sûr. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment communiquer dans le monde hostile. Alors, monde hostile, entre guillemets, c'est le monde plus ou moins hostile actuel. On va arriver là, en tout cas. Là, on est dans une situation au milieu du 19e siècle où on n'a plus de code fiable. Le seul code fiable, grosso modo, qu'on connaissait, c'était Bigner, il a été cassé par Babbage. Pas de chance, et en plus, vous avez le télégraphe qui commence à arriver, et la radio. Alors pourquoi c'est un problème? Qui est-ce qui voit pourquoi c'est un problème qu'il y ait le télégraphe et la radio qui débarquent là? Ouais. Il suffit d'avoir une antenne. Exactement, en fait, tout le monde peut intercepter les messages, ici. Avant, il y a quelqu'un qui portait le message sur lui, il fallait intercepter le bonhomme. Mais là, maintenant, il suffit d'avoir une antenne, et vous pouvez capter tous les messages de vos ennemis. Alors pas avec le télégraphe, mais avec la radio, en tout cas. Donc du coup, vous avez encore plus besoin de code sûr maintenant pour communiquer. Si vous voulez utiliser bien sûr la radio. Ok. Et les Allemands en ont fait les frais en 1918, ils veulent prendre Paris, ils utilisent un code qui s'appelle ADFGVX, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Donc c'est un message codé en fait assez compliqué pour avertir leurs troupes, sauf qu'en fait les Alliés arrivent à faire la cryptanalyse de ce code. Et ils arrivent à déjouer l'attaque des Allemands. À l'époque. C'est un peu comme les Spartiates tout à l'heure. Donc, il faut faire gaffe de ne pas utiliser n'importe quel message, n'importe quel cryptosystème. À partir de 1920, les Allemands ont retenu la leçon, là, ils utilisent des machines à coder. Donc, c'est ce qu'on va voir l'Allemagne. On arrive à la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne en est à peu près dans cette situation-là, vers 1939-40. Elle est à peu près sur tous les fronts. Là. Et du coup, elle a besoin vraiment de trucs super efficaces pour communiquer avec ses troupes. Comme ces troupes sont réparties partout en Europe. Elle met au point cette machine-là, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la machine Enigma, pour chiffrer des messages. Alors comment ça marche? C'est une sorte de machine à écrire, vous tapez le message clair, et vous avez les lettres chiffrées qui s'allument ici. Vous avez un réglage pour initialiser un petit peu la machine sur un code qu'on a convenu par avance. Alors pour déchiffrer, comment on fait avec cette machine-là? En fait, on tape, c'est symétrique, donc on tape les lettres chiffrées ici, et puis il y a les lettres claires qui apparaissent là. Si on s'est mis d'accord, si on commence dans la même configuration, bien sûr. Donc si ça, c'est le même réglage. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Vous avez des rotors comme ça. Alors, il y en a plus ou moins nombreux, enfin, ils sont plus ou moins nombreux. Et dès qu'on appuie sur une touche, le premier rotor tourne. Okay, et quand il fait un tour, c'est celui-là qui tourne d'un cran. Et quand celui-là fait un tour, c'est celui-là qui tourne d'un cran. Donc vous voyez que, admettons, là, il y a une vingtaine de positions ici. Là, il y en a une vingtaine, ça fait 20 fois 20 fois 20 avant que... Enfin, il y en a 26 en l'occurrence, ça fait 26 au cube, là, avant qu'ils aient tous fait un tour. Enfin, avant qu'on revienne à la configuration initiale. Et 26 au cube, c'est beaucoup. Ça fait comme si, en quelque sorte, vous aviez un système, un chiffre de Wigner avec une clé de taille 26 au cube, ce qui est énorme.
grosso modo. C'est un peu approximatif ce que je dis, mais c'est un petit peu l'idée. Et du coup, ça faisait un code extrêmement difficile à casser. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Là, vous tapez une lettre claire, A, et vous avez des branchements dans les rotors, là, et le courant passe dans ces branchements et allume la lettre G, en l'occurrence ici, qui est la lettre chiffrée. Le rotor va tourner d'une position, celui-là, donc c'est plus les mêmes branchements qui sont en face de la lettre. Donc quand vous tapez A, ça fait un chemin différent et ça allume une autre lettre. Voilà. Donc le coup d'après, la lettre A est codée différemment, comme dans Vigière. Donc là, juste sur le terrain, là, vous avez une machine Enigma ici. Alors, ce code est réputé inviolable, mais vous connaissez l'histoire, non? Ça fait juste 3 fois qu'ils sont réputés inviolables, nos codes. Alors, avant la guerre, il y a les services secrets polonais, enfin c'est Marian Rejewski qui réussit à déchiffrer les messages d'une première version d'Enigma, grâce à, évidemment, des répétitions dans le code, comme pour Vigière. D'accord? Alors, évidemment, c'est super long à la main. Donc, il mécanise le processus et il fabrique des énormes machines comme ça. C'est avant les ordinateurs. Hein. Donc, il fabrique des énormes machines comme ça, mécaniques, pour aller plus vite. Et ça s'appelle des bombes de Rejewski. Pourquoi? Parce que ça fait un énorme bruit. Le problème, c'est que l'Allemagne envahit la Pologne. Mais, heureusement pour les Alliés, l'Angleterre réussit à récupérer les travaux de Rejewski, juste avant l'invasion. Et malheureusement pour les Alliés, l'Allemagne améliore nettement ses machines, elle met plus de rotors, etc. Et du coup, les Alliés ne parviennent plus à déchiffrer le code Enigma. Mais il y a quelqu'un qui arrive, enfin, dans les services secrets anglais, qui s'appelle Alan Turing, et ce monsieur arrive à déchiffrer le code des nouvelles machines. Ça, c'est à peu près dans les années, je crois, 1943. Du coup, les Alliés ont un avantage parce qu'ils arrivent à lire les messages ennemis. Alors là aussi, il a utilisé des répétitions dans le code avec une méthode un peu plus sophistiquée que celle de Rejewski. Alors c'est ce monsieur-là, qui est un des précurseurs, lui aussi, de l'informatique, donc Alan Turing. Et il y a un film qui est consacré un peu à sa vie et justement au déchiffrement des machines Enigma qui s'appelle Imitation Game. Donc je vous recommande de le regarder, plutôt agréable. Ok. Alors, on va aborder un autre problème. C'est pas tout à fait la même chose que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. On va parler de l'échange de clés. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre d'accord sur une clé physiquement. Donc, on se rejoint dans un café ou je sais pas où, et puis on dit, voilà, la clé maintenant, ça va être ça, qu'on va utiliser pour coder nos messages. Mais si vous voulez faire des transactions sur Internet, c'est pas méga pratique d'aller d'abord chez le magasin pour se mettre d'accord sur la clé, et ensuite de revenir chez soi et puis de commander sur Internet. Ça sert à rien, en fait. D'accord? Donc, il faut trouver un moyen où on peut échanger des clés à distance. Alors là, c'est compliqué, parce que quand on se dit comment on fait sans se mettre d'accord à l'avance pour avoir la même façon de chiffrer et déchiffrer les messages. Donc, c'est pas du tout évident, et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment on arrive à faire ça. Alors, en fait, on peut le faire, finalement, très facilement, par un protocole qui est dû à Diffie, Hellman et Merkle en 1976. Alors, comment, et par la poste, hein, tout simplement, pas besoin d'ordinateur. Comment Alice peut envoyer un message à Bob sans qu'il se rencontre au préalable. Alice va d'abord demander un coffre-fort à Bob. Un coffre dont seul Bob a la clé. Okay. Et puis il l'envoie ouvert, bien sûr. Donc Bob envoie un coffre à Alice, et ce coffre est ouvert, et seul Bob en détient la clé. Ben, Alice, elle peut mettre sa lettre dedans. Elle peut fermer le coffre. Une fois qu'elle a fermé le coffre, elle ne peut plus l'ouvrir, elle n'a pas la clé. Et personne au milieu, là, quelqu'un qui intercepte le coffre, ne peut pas l'ouvrir non plus parce qu'il n'a pas la clé. Mais elle le renvoie à Bob. Hop, et Bob, il a la clé, il peut ouvrir le coffre. D'accord? En fait, c'est super simple. Alors évidemment, c'est pas méga pratique de s'envoyer des coffres forts. Donc il faut trouver la même chose, mais de manière numérique. D'accord? Il faut trouver ce qui peut servir de coffre de manière informatique. Donc, si on parle en termes de fonction, on cherche une fonction de codage qui soit facile à calculer, c'est-à-dire fermer le coffre, ça doit être, enfin, chiffrer le message, ça doit être facile, d'accord? Donc coder le message doit être facile, sinon on ne peut pas prendre 2 ans pour coder un message. Donc fermer le code doit être facile. Pour les intrus, ceux qui interceptent le message chiffré, ça doit être difficile à inverser, on ne veut pas qu'ils puissent retrouver le message clair. Donc ça veut dire ouvrir le coffre sans la clé, c'est très difficile. Mais par contre, si on dispose d'une information supplémentaire, c'est-à-dire si on a la clé du coffre, c'est facile à ouvrir. Alors ça s'appelle une fonction à sens unique, c'est difficile à inverser, mais si on dispose d'une information supplémentaire, donc une clé particulière, on peut inverser la fonction. Donc vous voyez l'analogie, c'est bon? C'est vraiment la même chose, vraiment la même chose que le coffre. Donc, Bob doit disposer d'une information supplémentaire qui va être
ce qu'on va appeler une clé secrète. C'est la clé du coffre. Et tout le monde peut lui envoyer des messages chiffrés. Ça veut dire, il peut envoyer, grosso modo, hein, si on reprend l'analogie, dès qu'on lui demande un coffre, il peut l'envoyer. Donc tout le monde peut lui envoyer des messages chiffrés. Ça va être une clé publique. Donc on a un système avec deux clés. Une clé publique et une clé secrète. Ok. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Ça s'appelle la cryptographie à clé publique. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? B diffuse dans un annuaire une clé publique. La clé publique, ça sert à chiffrer le message. Donc tout le monde peut lui envoyer un message parce que c'est diffusé sur Internet public. D'accord. Ok. Et ensuite, par contre, il garde la clé secrète qui correspond à la clé publique. Là, il la garde en lieu sûr, chez lui, sur son ordinateur, vraiment sécurisé. Ok. Et ensuite, si Alice veut lui envoyer un message, elle, je sais pas pourquoi j'ai mis, ah oui, elle l'encode grâce à la clé publique de B. Elle va sur Internet, elle cherche la clé de B, elle chiffre le message et puis elle lui envoie. Ensuite, Bob, grâce à sa clé privée, peut lire le message. Ça marche? Alors, maintenant, il faut trouver ce qu'on peut prendre comme fonction à sens unique. Et en fait, il y a trois personnes là qui s'appellent Rivest, Shamir et Adelman, qui, dans les années 70, ces trois bonhommes-là, ont une idée très simple de fonction à sens unique. Fonction à sens unique, là, ça va être la fonction produit, le produit de deux entiers. Alors, si je vous dis de calculer 13 fois 17, vous posez la multiplication, vous trouvez ces 221, c'est super facile. Ça peut être efficace, même si vous avez des grands nombres, hein. Vous faites ça de manière efficace. Si par contre je vous dis, trouvez-moi les facteurs de 437, donc trouvez-moi deux entiers qui multipliés entre eux font 437, là, c'est plus compliqué. Okay, là, en fait, le truc c'est qu'à l'époque, on n'avait pas d'algorithme efficace pour faire ça, et on n'en a toujours pas sur les ordinateurs classiques. Okay, donc, ça, on ne sait pas faire efficacement. Alors pour les curieux, ça fait 19 fois 23. Et du coup, c'est ça qu'on va prendre comme fonction à sens unique. Alors, comment ça marche? Du coup, ça donne le cryptosystème RSA qui est nommé par les initiales de ses inventeurs. Alors, Bob, il doit créer une fonction publique, une clé publique, excusez-moi, et une clé privée. Pour faire ça, il choisit deux nombres premiers très grands, P et Q. Alors, quand je dis grand, c'est vraiment très grand, c'est 300 chiffres, genre. Donc des trucs c'est pas facile à générer, mais ça se fait. Donc on choisit des nombres premiers P et Q différents. Et il calcule le produit P fois Q qu'il appelle N. Il calcule aussi l'indicatrice de l'air de N, peu importe ce que c'est, mais en l'occurrence là ça vaut P-1 fois Q-1. Quand on connaît P et Q, c'est facile à calculer. Ok. Donc ensuite, Bob choisit un exposant C de chiffrement, c'est juste un entier, qui est plus petit que phi de N, et qui est premier avec phi de N. C'est-à-dire le PGCD vaut quoi. Donc ça, c'est l'exposant de chiffrement. Okay. Et ensuite, l'exposant de déchiffrement, c'est simplement un entier D, tel que C fois D est égal à 1 modulo phi de N. Okay. Donc ça, c'est chiffrement, déchiffrement. Alors évidemment, qu'est-ce qui va être privé et qu'est-ce qui va être public? Qu'est-ce qui va être privé déjà? Est-ce que ça, c'est privé? Il vaudrait mieux, non? Si l'exposant de déchiffrement est public, tout le monde peut déchiffrer. Okay. Donc ce truc-là, il va rester privé. Par contre, pour coder le message, on va avoir besoin de N, vous allez voir, de N et de C. Donc la clé publique, c'est le couple N et C. Donc ça, c'est ce qu'on va diffuser. Et la clé privée, c'est D, tout simplement. Et alors, comment ça marche en pratique? Pour coder un message M, d'abord, il faut le transformer en un entier. Okay. Parce qu'on travaille en arithmétique ici. Ensuite, Alice consulte la clé publique de Bob, donc elle consulte N et C. Elle calcule la valeur M puissance C modulo N. Donc, elle élève M à la puissance C, et puis elle prend le reste modulo N. C'est-à-dire, elle revient entre 0 et N, moins 1. Okay. Et ça, c'est le message chiffré. Donc C, c'est le message chiffré. Elle l'envoie à Bob. Et là, c'est difficile à déchiffrer si on n'a pas la clé privée. Par contre, si on a la clé privée, comment on fait? Bob, il n'a plus qu'à élever le message chiffré C à la puissance D, qui est l'exposant de déchiffrement. Et grâce à un petit théorème de maths, en arithmétique, on retrouve précisément le message clair. Alors en pratique, c'est utilisé partout sur Internet. Dès que vous avez un HTTPS ici, ou un petit cadenas là, sur votre navigateur. C'est ce genre de truc qu'on utilise. Comme je vous disais, P et Q doivent être très grands.
très grand, c'est de l'ordre de grosso modo 300 chiffres pour que ça soit à peu près robuste. Si vous avez moins de chiffres, on peut casser RSA. En fait, on peut retrouver PEQ. Une fois qu'on a PEQ, bah, c'est facile de retrouver la clé privée. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Si PEQ sont mal choisis en plus, on peut aussi, même s'ils sont grands, s'ils sont mal choisis, c'est-à-dire s'ils sont trop proches l'un de l'autre, par exemple, on va pouvoir casser aussi RSA. Le problème, c'est que c'est relativement lent pour chiffrer un message avec cette méthode-là. En tout cas, on aimerait, dans certaines applications, aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, à la place d'utiliser RSA pour coder le message complet, on va s'échanger des clés genre Vigenère, on est plus sophistiqué, d'accord? Et puis ensuite, on utilise des algorithmes de type Vigenère qui sont beaucoup plus rapides. D'accord? Donc RSA va servir seulement à s'échanger des clés privées. Voilà. Et voilà, comme je disais, si P sont mal choisis, on peut casser. Voilà, alors, on a terminé notre petite formation au NSA. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? Si vous continuez dans la NSA ensuite, vous pourriez avoir une formation sur l'ordinateur quantique. Alors pourquoi l'ordinateur quantique? On en parle beaucoup, notamment grâce à ou à cause, je ne sais pas, d'un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Shor, qui a été découvert par ce monsieur-là en 1994, et qui permet de factoriser des nombres. La fonction qui était censée être difficile tout à l'heure. Sur un ordinateur quantique, s'il en existait un, on saurait le faire efficacement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un fort engouement pour l'ordinateur quantique, avant même que l'ordinateur quantique n'existe. C'est que si on a l'ordinateur quantique, on sait casser RSA. Néanmoins, si on reste dans le quantique, vous avez une parade. Vous avez la cryptographie quantique que j'ai évoquée tout à l'heure, avec le protocole BB84, qui permet d'avoir un cryptosystème sûr, et que va vous raconter Madame Lacan. Donc c'est marrant, vous avez des avancées dans les deux directions grâce à la physique quantique. Alors si on reste en classique, vous avez d'autres systèmes, vous n'avez pas que RSA qui existe, vous avez aussi des systèmes à base de courbes elliptiques, des logarithmes discrets, qui sont encore plus compliqués que ce que je vous ai raconté, et qui, pour l'instant, à ma connaissance, résistent encore aux ordinateurs quantiques. Peut-être pas pour longtemps, mais voilà. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, surtout sur l'histoire de la cryptologie, vous pouvez lire ce bouquin-là, Simon Singh, il est plutôt bien fait, je m'en suis un peu inspiré. Et puis, si vous voulez vous amuser un peu, essayer de casser des codes, vous pouvez aller sur ce site-là, apprendreenligne.net/crypto, où il y a pas mal de petites applications pour faire un peu ce que j'ai raconté tout à l'heure. Voilà, félicitations, vous êtes un agent de la NSA.